Bonjour et bienvenue à notre émission de la Rable en bref. Le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par la singe, Blitz, est un organisme communautaire qui répond aux besoins de ceux et celles qui vivent avec le VIH-Sida. La mission première de Blitz est d'offrir un soutien et un support aux personnes séropositives afin de maintenir leur qualité de vie. Le Blitz, qui travaille en complémentarité et en partenariat avec les différentes ressources de la région du centre du Québec, a observé une augmentation notable de ses membres, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Cependant, pour la directrice de Blitz, Mme Mylène Saint-Pierre, ça pourrait être une bonne nouvelle parce que l'augmentation des chiffres, c'est signe d'une meilleure sensibilisation à sa mission axée sur la prévention et le dépistage du VIH. Pour l'organisation Blitz, il est essentiel que la population sache qu'il existe les autotests simples, gratuits et accessibles, et qu'il existe aussi une confidentialité absolue quant aux résultats traités pour les centres médicaux. Bienvenue. Madame Belén, bonjour et bienvenue à l'émission de la Rable en bref. Merci. Bon, on va commencer pour connaître quelle est la mission de Blitz et à quel genre de population il s'adresse. OK. Bien, la mission du Blitz est quand même précise et globale en même temps. Donc, on est l'organisme qui fait la prévention des ITSS, donc des infections transmises sexuellement et par le sang, et qui fait la promotion d'une saine santé sexuelle. Donc, notre mission aussi globale comporte tout le volet pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, on offre là, du service biopsychosociaux pour ces personnes-là afin qu'ils aient un accès aux soins, qu'ils puissent mieux vivre là, avec leur infection au VIH, qu'il y ait le moins de conséquences possibles dans leur quotidien. Et ça fait combien de temps que vous offrez ces services? Et aussi, dans quel tranche d'âge? Est-ce que c'est aussi pour les enfants, pour les adultes? Oui. Bien, en fait, le service, le Blitz existe depuis 1989. Donc, on est 30 quelques années déjà en service. À la base, le Blitz, quand il a mis sur pied sa mission, c'était vraiment pour accompagner les gens à mourir du sida. Donc là, on avait la vague d'infection du sida qui arrivait. On ne savait pas encore c'était quoi vraiment cette infection-là, mais les gens mouraient. Donc, à la base, la mission du Blitz, c'était vraiment d'accompagner ces gens-là. Avec les années, la mission, les objectifs ont évolué comme l'infection. Donc, maintenant, on ne meurt plus du sida. Maintenant, on va dire VIH. Donc, on fait une distinction entre les deux. Donc, tout comme la maladie, l'infection, la mission du VIH a évolué. Puis c'est quand on a vraiment commencé à faire plus le volet prévention globale des ITSS que là, on a vu apparaître différents services au sein de notre organisme. Puis nos services, ils s'offrent à partir de 12 ans. À partir de l'adolescence, et il n'y a pas d'âge par la suite. Donc, on ne fait pas la jeune enfance. 0-12 ans, on n'a pas cette clientèle-là, on n'a pas de service pour ces personnes-là. Par contre, à la minute que la personne est au secondaire, à son 12 ans, on a des services qui vont autant dans les écoles secondaires, dans les organismes communautaires. On a des services pour les adultes, puis on a même des services pour les personnes aînées pour faire notre prévention des ITSS et la promotion d'une saine santé sexuelle. Et après, même s'il y a du service, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le portrait, on peut dire, justement des maladies de transmission sexuelle ici dans la région? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce que vous pensez qu'il maintenant est plus contrôlé, par contre? Bien, chaque ITSS a son portrait. Donc, c'est ça qui est un petit peu complexe à répondre comme question. Avoir des statistiques pour la région, souvent, nous, on est regroupé avec la Mauricie, centre du Québec aussi. Donc, on n'est pas juste centre du Québec. Mais si je fais un topo global des ITSS, parce que, tu sais, même si on le regarde en région versus au Québec, il y a des nuances, mais somme toute, c'est des constats globaux qu'on va avoir pour les transmissions d'ITSS. Il y a différents constats qui sortent d'année après année. On a toujours des rapports avec l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, qui nous fait un portrait des ITSS qui se passent présentement. Dans la dernière année, on a toujours un petit décalage, donc c'est pour les années 2022 en fait. Donc, il y a toujours un délai entre les chiffres et l'année que ça a été recueilli. Il y avait quand même différents constats qui étaient préoccupants. Un des premiers, c'est concernant la syphilis.
La syphilis, souvent les gens l'ont connue, puis ils se sont dit comme, ah, mais il me semble qu'on en entend, c'était fini, ça, la syphilis, il n'y avait plus de transmission. Effectivement, pendant des années, il n'y a eu plus vraiment eu de transmission. On avait même pensé réussir à l'éliminer complètement et elle revient en force depuis plusieurs années. Mais là, cette année, disons qu'on a eu là, une recrudescence de la syphilis assez inquiétante. Donc, ça, c'est... Puis sur toute population aussi. C'est ça qui est intéressant souvent sur les ITSS, on va appeler nos populations clés. Donc, nos populations cibles, où est-ce que c'est statistiquement parlant, c'est ces populations-là qui ressortent dans les personnes les plus affectées par les ITSS. Concernant la syphilis, elle se promène beaucoup. C'est plus dur il y a toujours des populations clés, somme toute, là, mais on a vu qu'elle était moins ciblée que d'autres ITSS. Comme par exemple le VIH, les populations clés, c'est il y a les femmes, il y a les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, il y a aussi les personnes immigrantes venant d'un pays où le VIH est endémique. Donc, c'est pas toute population immigrante, toute confondue, mais une personne qui vient d'un pays où le VIH est endémique. Je dirais que c'est les 3 populations qui ressortent là, dans les positions des personnes les plus affectées par le VIH. Et ça, dans les dernières années, malheureusement, on ne parle pas nécessairement de transmission locale, tu sais, qui a eu lieu au Québec, mais notre population vivant avec le VIH au Québec, elle a beaucoup augmenté. On parle d'une grande augmentation dans les dernières années. Il y a différentes façons de voir ça. Ça peut être inquiétant, comme ça peut être aussi rassurant. Parce qu'une personne vivant avec le VIH qui le sait, qui a sa confirmation diagnostique, si je peux dire, va avoir accès à des médicaments. Et une fois que la personne a ces médicaments, sa charge virale devient indétectable. Là, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui prend sa médication ne transmet plus le VIH. Donc, le fait qu'il y ait une augmentation des gens qui connaissent leur statut n'est pas nécessairement négatif parce qu'au moins, on peut espérer puis on peut avoir un impact pour freiner la transmission. Les personnes qui transmettent le VIH à l'heure actuelle, c'est des personnes qui ne le savent pas, qui sont infectées. Donc, quand on voit les statistiques, il faut toujours être un petit peu prudent. Parce que quand on voit des chiffres, on est comme « Oh mon Dieu, il y a vraiment beaucoup plus de transmission. » On ne peut pas dire ça comme ça. Il y a plus de monde vivant avec le VIH au Québec. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de personnes vivant avec le VIH, mais la transmission, est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est pas inquiétant? Il faut faire une analyse beaucoup plus globale pour pouvoir arriver à répondre à cette question-là. Donc, VIH en ose, syphilis en ose, chlamydia, gonorrhée, ça reste toujours les ITSS dites populaires, oui. Surtout sur la tranche d'âge des 15-24 ans. La chlamydia, entre autres, c'est l'ITSS la plus populaire chez nos jeunes. Donc, c'est celle-là qu'on fait beaucoup de sensibilisation aussi pour cette tranche d'âge-là. Donc, somme toute, le constat des ITSS, c'est qu'ils sont là. On ne peut pas les nier. Il faut continuer la prévention. On ne peut malheureusement pas dire là, que notre travail est fait puis que ça se stabilise ou c'est en décroissance. Malheureusement, non. On voit encore des augmentations d'ITSS. Et justement, on va parler de la jeunesse. Oui. Bon, comment c'est la situation des maladies de transmission sexuelle chez les jeunes maintenant qu'il y a plus de liberté au niveau de la sexualité et aussi quel est le travail que vous faites pour sensibiliser les gens à l'importance de prendre soin de eux justement pour éviter les maladies. Bien, l'avantage, c'est que depuis 2018, les cours d'éducation à la sexualité au secondaire sont redevenus obligatoires. Donc, pendant une décennie, il n'y a plus eu de cours d'éducation à la sexualité au secondaire et on a vu les impacts. Parce que sans cours, sans prévention, c'est pas tous les parents qui vont parler de ça à la maison. Puis c'est compréhensible. C'est pas tous les parents qui ont l'aisance, qui ont l'information non plus. Tu sais, c'est quand même une information assez précise à transmettre. Donc, depuis 2018, au moins, c'est rassurant de savoir que les jeunes ont accès à des cours d'éducation à la sexualité dans leurs écoles secondaires. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous, le Blitz, on a différentes actions. On va être autant dans les écoles secondaires du territoire. Nous, on couvre le centre du Québec. Donc, on est autant à Drummondville, Victoriaville, Nicolet, Bécancour, Plessisville. On couvre large, on couvre différentes MRC. Et là, tout dépendant par région, nos services diffèrent selon la demande.
nos services sont disponibles à tous, mais après, chaque école secondaire est libre d'accepter nos services ou pas. Ce n'est pas une obligation. Donc, dans les écoles qui acceptent notre présence, comme dans l'Érable, on est autant à Princeville, l'école de Sainte-Marie, qu'on est à la polyvalente à Samar aussi. Donc, on couvre bien les 2 écoles secondaires. On va avoir des contenus, des ateliers d'éducation à la sexualité de secondaire 1 à secondaire 5. Et là, le sujet varie selon l'âge. Il faut suivre le développement psychosexuel du jeune. En secondaire 1, on ne parlera pas du TSS. On va en parler plus au secondaire 4 et 5. Où est-ce qu'on considère que l'âge moyen d'une relation sexuelle avec pénétration, c'est autour de 15-16 ans. Fait qu'on commence à parler plus de protection à ce niveau-là. Donc, le Blitz est très actif auprès de la jeunesse, que ce soit dans les écoles secondaires, mais on va aussi les voir dans différents organismes communautaires. On va les voir dans les carrefours jeunesse-emploi, dans les maisons de jeunes. On va aller les voir dans différents endroits comme ça qui permet d'entendre le message de différentes façons. Ce qui est intéressant quand on dit qu'on fait de l'éducation à la sexualité, oui, on fait la prévention des ITSS, bien évidemment. Ça reste notre objectif ultime, prévenir les ITSS. Mais pour arriver à prévenir les ITSS, il y a des étapes qui en découlent. Donc, il faut être capable de sensibiliser le jeune à prendre soin de lui dans sa santé sexuelle globale. Est-ce qu'il est capable de communiquer? Est-ce qu'il connaît ses besoins, ses désirs? Est-ce qu'il comprend tout ce qui se passe dans son corps quand il vit une sexualité, l'orgasme, la masturbation, la consommation de pornographie aussi? On va aborder ce sujet-là parce qu'on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Les jeunes sont très au courant de ce qui se passe sur le web, donc ils voient des choses. Donc nous, on va conscientiser, on va informer à ce niveau-là. On va parler de relations saines, relations malsaines. On va parler de consentement, de limites. Donc, on va vraiment parler de plein de sujets dans sa globalité pour ultimement arriver à ce que le jeune ait assez d'informations puis qu'il se sente assez sensibilisé pour faire comme, ben moi, je veux prendre soin de moi dans ma sexualité puis je veux des relations protégées. Puis qu'il va arriver à l'affirmer. Mais ça, c'est un long travail, là. Donc, ça se fait sur plusieurs... puis, on est le Blitz, mais la sexualité se travaille conjointement, autant à la maison, les messages qui vont être propagés dans la maison pour que le jeune se sente que c'est un sujet important et qu'il ne faut pas le négliger. Donc, vraiment, on fait de la sensibilisation auprès de la jeunesse de différentes façons, avec différents sujets, dans le but qu'on souhaite qu'il y ait une petite étincelle qui s'allume puis qui fasse comme « Ah, je veux pas risquer, moi, d'attraper une ITSS, je vais prendre ma santé sexuelle en main. » C'est notre objectif. Et même s'il n'y a pas de statistiques, de chiffres de 2024-2025, est-ce que vous voyez un impact positif après, dans ce travail de sensibilisation chez les jeunes, ou vous voyez encore qu'il y a encore une grosse augmentation de jeunes qui, pour ignorance, on peut dire, prennent des infections de transmission sexuelle? Bien, tu sais, il ne faut pas avoir la pensée magique qu'on va éradier les ITSS complètement malgré tout le beau travail qu'on peut faire. Tu sais, ça reste que dans la vie, n'importe quel humain va vivre des expériences, va apprendre de ses erreurs et va apporter une modification par la suite. Donc, les ITSS, on ne peut pas enlever ça de cette équation-là. Surtout pour nos jeunes, il faut penser que le cerveau, il est en construction. Ils ont la pensée magique que ça leur arriveront pas, tu sais, que ça va arriver aux autres. Puis là, c'est pas juste par rapport aux ITSS, c'est conduire en état d'ébriété, faire du sport extrême. Tu sais, les jeunes ont cette fougue-là qui leur permettent de se mettre à risque dans plusieurs contextes. À la base, ça, on peut pas vraiment aller contre l'évolution de notre cerveau. Oui. Le cerveau du jeune, avant qu'il soit à sa pleine maturité, puis qu'il comprenne, bien, il va falloir qu'il vive des choses, qu'il se mette pas nécessairement en danger, mais qui apprennent de ses erreurs. Faire comme, oh, ça n'a pas marché. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il va falloir qu'il tombe quelquefois pour comprendre, de prendre son équilibre, de faire attention, de contourner. Ça fait partie de l'apprentissage. La sexualité, il faut la voir comme ça. Il faut le voir comme un cheminement. Nous, ce qu'on voit à l'interne, les intervenants du scolaire pourraient en parler encore beaucoup mieux que moi en étant sur le terrain, mais on voit l'étincelle qu'on crée quand on fait des ateliers. On voit qu'ils sont intéressés au sujet. On voit qu'on leur apprend des choses qui font comme « Ah, je savais pas ça ». Puis on voit par la suite qu'on est allé faire, l'intervenante va dans la classe, fait un atelier, puis que par la suite, quelques jeunes de la classe reviennent pour demander une rencontre individuelle et que là, qui poussent les questions. Bien ça, on peut dire qu'on réussit notre travail. Parce que sans notre atelier,
qui aurait répondu à ces... Qui aurait semé ces questions-là, puis qui y aurait répondu? Peut-être quelqu'un d'autre, mais peut-être personne aussi. Donc, non, j'ai pas de chiffre pour 2024-2025. Est-ce que j'ai espoir que l'ITSS va avoir diminué? C'est tellement multifactoriel que j'ose pas trop me prononcer là-dessus, mais est-ce que nos interventions permettent d'en éviter des ITSS ou de faire en sorte que les jeunes sont bien accompagnés s'ils en vivent une, puis qu'ils soient bien accompagnés dans leur santé globale en lien avec la sexualité? Totalement, oui. Les services font la différence. La prévention est efficace, se doit d'être là, se doit de se maintenir dans le temps. Et actuellement, il y a je sais pas, une problématique, un sujet qui vous inquiète comme organisation dans la région, on peut dire? Bien, c'est sûr que les ITSS vont être toujours un sujet qui va nous inquiéter. Par rapport à notre mission globale, au niveau de la jeunesse ou population? Population en général. Population en général. Tout ce qui est en lien avec le consentement. Est-ce que les jeunes sont capables de s'affirmer, de dire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie, d'être capables de le nommer, d'être capable de voir certains facteurs de risque qui s'en vont vivre une relation qui serait peut-être pas optimale pour eux, que c'est pas ce qu'ils cherchent. Tout ce qui est la relation saine, malsaine, consentement est un sujet qui est vraiment préoccupant. Puis j'ai envie de dire sur toutes les tranches d'âge, pas juste au niveau de la jeunesse. Donc ça, malheureusement, c'est un sujet qui est inquiétant, mais qu'on fait beaucoup d'actions en lien avec ça. Si je parle plus dans la population au niveau des personnes vivant avec le VIH, qu'on accompagne, il y a encore beaucoup de préjugés, de stigmatisation, discrimination vécue par nos membres. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est réellement inquiétant parce qu'on dit que les chiffres augmentent au sein du Québec, mais l'éducation ne suit pas nécessairement cette tangente-là partout. Donc, on a encore les préjugés des années 80-90, que les gens ont peur, que les gens on pense qu'ils peuvent contracter le VIH en serrant une main, en partageant des ustensiles. On doit encore démystifier les modes de transmission. On doit encore démystifier que les personnes vivant avec le VIH, c'est des personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui peuvent très bien avoir un travail, avoir des enfants, ne pas transmettre l'infection. Donc, ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, tout le volet des droits des personnes vivant avec le VIH. On a encore des personnes qui ont perdu leur emploi sans raison valable en lien avec leur statut sérologique, que leur statut sérologique a été dévoilé dans leur environnement de travail pour X raisons, puis que par la suite, le lendemain, la personne perd son emploi. On ne devrait plus vivre ça, là. Oui. On ne devrait plus être là. Ça n'a aucun sens. Donc, tout ce qui est la défense des droits, pour nous préoccupe énormément. C'est très inquiétant. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais on se bute à beaucoup de fermeture pour... Tu sais, moi, je veux bien transmettre le message, mais il faut que j'ai des gens qui sont prêts à l'entendre. Si les gens ne se sentent pas concernés, qui font comme... Moi, ça ne m'appartient pas. J'ai pas ça dans mon environnement de travail, par exemple. On veut aller sensibiliser les entrepreneurs, les grosses compagnies qui embauchent beaucoup de monde, puis qu'il y en a des personnes vivant avec le VIH au sein de leur entreprise. Mais si nous, on cogne à leur porte, puis qu'on leur dit, je vais te transmettre l'information de comment bien réagir, comment t'assurer que tu respectes la personne, si l'employeur dit, ben non, ça ne nous concerne pas, ben qu'est-ce que je peux faire, moi? Oui. Donc, c'est préoccupant de trouver des personnes qui veulent entendre notre message. Donc, je dirais que oui, c'est assez... il y a encore beaucoup de choses qui nous préoccupent, sur lesquelles on intervient quotidiennement. Oui, j'allais parler justement de démythifier tous les sujets, on peut dire, de la sexualité. Et pas seulement, si on parle pas seulement de VIH, de personnes, est-ce qu'il y a encore beaucoup de mythes chez les jeunes, aussi des adultes, par rapport à la sexualité, de si on peut tomber enceinte, dans quelle situation? Est-ce que vous faites aussi la sensibilisation par rapport à ça chez les jeunes? Bien, c'est une bonne question. Oui, il y a encore beaucoup de mythes là, qui perdurent. Si je vais plus dans ta lignée de questions par rapport aux grossesses, nous, le Blitz, c'est sûr qu'on va un petit peu parler des grossesses par rapport au port du condom en disant que le port du condom a 2 missions. Réduire les ITSS et prévenir les grossesses non désirées. Par contre, tout ce qui est en lien avec la grossesse en soi, ça, on voit plus dans l'ordre plus médical infirmière. Le Blitz, c'est pas un de nos messages. On va le nommer avec le port du condom, mais c'est pas un sujet sur lequel
on s'étale beaucoup, là. C'est parce que notre mission, nous, n'est pas de prévenir les grossesses, c'est de prévenir les ITSS. Okay. Donc, tout ce qui est faire la prévention, la sensibilisation au niveau de l'éducation des moyens de contraception, la pilule, le thym, peu importe. Si on a des questions, on va y répondre comme ça, là, mais ça ne sera pas dans un de nos ateliers d'expliquer aux personnes qui peuvent avoir recours à un moyen de contraception. Ça, c'est vraiment dans la cour de l'infirmière scolaire de donner cette information-là à nos jeunes. Donc, on a une limite par rapport à ce sujet-là qu'on doit respecter afin de respecter chacun nos mandats puis nos missions, puis rester ça dans le cadre plus médical de la chose. T'sais, nous, on n'a pas d'infirmières au Blitz, on a des intervenantes. Donc, okay. La partie médicale est vraiment pour les infirmières en soi, entre autres scolaires et autres. Là. Et par rapport au dépistage, bon, vous avez fait on dénonçait un peu et que bon, les services de dépistage étaient lents, difficiles, oui. Et justement parce qu'elle avait un partenariat avec les CLSC. Et comment est-ce que ça a changé, ça a amélioré? Oui, on a eu une belle amélioration. Nous, en fait, au Blitz, on offre des cliniques de dépistage et c'est une infirmière qui se déplace dans nos bureaux, mais elle n'est pas engagée par le Blitz. C'est le CLSC qui a un service de proximité, puis que cette infirmière-là, dite CIDEP, se déplace dans certains lieux pour avoir un contact avec les populations plus vulnérables, qui auraient de la difficulté à se déplacer au CLSC, par exemple, ou des réticences à se déplacer dans les cadres plus... pas normal, là, mais habituel pour recevoir des soins de santé. Donc, ce service-là se veut pour rejoindre les populations plus vulnérables. Depuis la pandémie, les services de santé, tout confondu, on s'entend que on a eu des difficultés avec le système de santé. Donc, moi, global, je ne peux pas en parler vraiment, je n'ai pas cette expertise-là, mais pour le dépistage, j'ai eu des grosses lacunes. Tu sais, quand tout était fermé, coupé, bien, il n'y avait plus de tests de dépistage de fait. Plus de tests de dépistage, plus de résultats, des personnes qui ont une ITSS sans le savoir puis qui continuent la transmission. Même si c'était interdit d'avoir des contacts, on peut vous dire que les ITSS se sont promenés pendant la pandémie. Beaucoup. Oui. Et là, il n'y avait plus de recours d'aller se faire dépister. Donc ça a créé une grande croissance d'augmentation d'ITSS aussi par la suite. Quand les dépistages ont repris, bien là, il y avait un rattrapage à faire. Ça a été, là, la pandémie, on recule quand même de quelques années, mais depuis ce temps-là, on voyait, c'était très, très aléatoire notre service qu'on pouvait offrir au Blitz. Il y avait des années que ça allait bien, puis il y avait d'autres années que les infirmières étaient obligées d'aller faire d'autres tâches, puis que, encore une fois, le volet de la santé sexuelle était touché. Puis nous, au Blitz, c'est ça qu'on a mis de l'avant, qu'on a voulu dénoncer. Tous les services de la santé sont importants. Le service de la santé sexuelle n'est pas moindre qu'un autre service. Et on s'est rendu compte que souvent, c'était lui que, on va prendre une pause sur ce volet-là. Il est moins prioritaire. Mais non, il n'est pas moins prioritaire. Il y a des conséquences à long terme d'avoir une ITSS non diagnostiquée. Donc, nous, c'est ça qu'on a mis de l'avant. Là, cette année, on a vécu une super de belle année de dépistage. Donc, je peux vraiment pas dire nos services ils ont été assidus. On n'a pas eu de cancellation de la part de l'infirmière. C'était pas des choix de l'infirmière, là, on s'entend. Là. Ça venait de plus haut qu'elle. Mais cette année, on a pu donner nos services de dépistage d'une façon très, très acceptable. C'était il y a 2 ans, l'année dernière, là, que ça avait été difficile, puis qu'on avait eu beaucoup de cliniques d'annulés, qu'on ne pouvait pas offrir le service. Puis même quand les gens appelaient au CLSC pour se déplacer directement à la bonne place, par exemple, il y avait des délais interminables. Tu sais, 4 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous pour un dépistage. Cette personne-là va avoir des relations sexuelles non protégées avec combien de personnes? C'est inquiétant. L'effet exponentiel peut arriver très rapidement. Donc, le dépistage, c'est quelque chose qu'on suit de près. On veut s'assurer de faire valoir aussi les droits globaux là, de la population, d'avoir un service de dépistage qui est efficace, qui est efficient. Donc, dernièrement, je peux simplement remercier là, les excellents services du CLSC. Il y a eu, ça a été mis... Est-ce que c'est les démarches du Blitz qui ont fait la différence? Ça, on ne le saura jamais. Mais nous, en tout cas, pour nous, ça valait de soi qu'il fallait défendre notre point,
que les services en santé sexuelle est important. Tu sais, on mise beaucoup sur la santé physique, on mise beaucoup sur la santé mentale, puis la santé sexuelle, on dirait qu'on l'oublie. Pourtant, si on recule de quelques années, santé physique, c'était pas mis de l'avant non plus que c'était important. La santé mentale non plus, ça fait pas si longtemps qu'on la démystifie, qu'on en parle, qu'on sensibilise les gens à être aux aguets de la santé mentale, de faire prenons soin de nous pour notre santé mentale. C'est assez nouveau là, comme message de mettre ça de l'avant. Donc moi, j'attends la vague pour la santé sexuelle. C'est mon, c'est mon objectif. C'est comme bientôt, là, ça devrait être la santé sexuelle qu'on met de l'avant autant que les autres, et pas plus ou moins important que les autres. C'est ça mon message. C'est pas d'aller au détriment de la santé mentale du tout. Santé mentale, santé sexuelle, santé physique, ça devrait être sur le même piédestal, à mon avis personnel, mais à mon avis du Blitz en tant que direction également. Oui. Et bon, quel message vous donnerez aux personnes par rapport aux services que vous offrez aussi au niveau de l'anonymat? Est-ce que vous pouvez garantir l'anonymat si un jeune, un adulte, peu importe qui, s'adresse à vous pour demander, pour justement répondre aux questions? Oui, tout à fait. Les services du Blitz, c'est confidentiel, anonyme. Pour le jeune, c'est sûr qu'il faut respecter le 14 ans. En bas de 14 ans, c'est une loi. Que si on a un jeune en bas de 14 ans dans nos services, on se doit d'avertir le parent. Donc ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais une fois que le jeune a son 14 ans, il peut appeler, il peut avoir les services du Blitz, que ce soit pour une relation d'aide, une intervention individuelle, que ce soit un dépistage, puis qu'il ne veut pas que ses parents le sachent, il veut venir le faire ici de façon anonyme, confidentielle, c'est possible. Tous nos services sont gratuits à la population, confidentiels et anonymes dans le sens qu'on s'entend si c'est pas... si ce n'est pas une demande que son nom ne paraisse nulle part, pour un dépistage, par exemple, faire un dépistage anonyme, c'est un peu plus complexe. Fait que si c'est pas obligatoire, entre guillemets, on ne rendra pas le dépistage anonyme, mais il est confidentiel. Son nom ne sortira pas. Il n'y aura personne d'informé de ce... Comme par exemple, quand on fait des rappels pour les cliniques de dépistage, bien, nous, une des premières choses qu'on a demandé au préalable à la personne, c'est le numéro de téléphone qu'on appelle. Est-ce qu'on peut laisser un message ou on ne laisse pas de message? Tu sais, comme ça, si tu as appelé de ton téléphone de maison, puis que moi, je dis oui, bonjour, Madame Saint-Pierre, c'est pour dire que votre rendez-vous jeudi, toujours à 10h15 au Blitz. Bien, moi, si je n'ai pas demandé si je pouvais laisser un message ou pas, je ne laisserai pas de message. Parce que je ne sais pas qui va prendre l'appel, qui va prendre le message. Donc, au niveau de cette confidentialité-là, on a ce souci-là de dire que quand les gens arrivent au Blitz, confidentialité assurée, 100%. Là. Ça, on niaise pas, si on peut dire ça comme ça. Là, on prend ça vraiment au sérieux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à venir chercher les services au Blitz. Puis ça, on offre différents, on les voit ici, là, mais on offre différents services allant de la relation d'aide, que ce soit tes besoins de parler à une intervenante sur ta relation amoureuse, sur comment t'affirmer, bien connaître tes besoins. Tu as des questions, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal, tout ça. Nous, on offre ce service-là gratuitement. Donc, des fois, quand on a des délais d'attente avec d'autres professionnels qui est long, bien, d'avoir au moins le service de relation d'aide en attendant peut être une belle alternative à la personne qui a besoin de parler de sa situation. Personne qui vient se séparer, se retrouve tout d'un coup célibataire, ça fait tant d'années qu'il est en couple, est un peu perdu là, au niveau de « OK, mais là... je sais c'est quoi un condom, là, mais ça ne me tente pas trop de l'utiliser. Qu'est-ce que je peux faire? Mais on a des alternatives aussi à proposer en réduction des méfaits. Bien, écoute, toi, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les positifs? Essayer de trouver avec la personne des solutions, des options qui font en sorte que sa santé sexuelle va être agréable. Tu sais, une personne qui me dit « Moi, j'ai aucun plaisir si j'ai une relation sexuelle avec un condom, je perds mon érection ou j'aime vraiment pas la sensation. » Bien, mon message sera pas comme... Faut que tu mettes un condom absolument, puis c'est ça. On va voir, OK, comment que je prends cette information-là, mais que je considère ton plaisir aussi dans la situation. Puis là, tout dépendant, bien, il peut y avoir plein d'options qu'on va regarder avec la personne, soit en réduction des méfaits, ou soit vraiment, faire un petit condom 101. Premièrement, faire un condom 101, les gens apprennent tellement de choses. Oui. Chaque condom a son utilité, ses avantages, ses inconvénients. C'est comme choisir une paire de souliers au magasin.
C'est pas vrai qu'en regardant le mur, tu sais tout le confort que tu vas avoir dans les souliers puis la grandeur. Faut que tu fasses des tests. Faut que tu fasses comme, ah, ce modèle-là, je l'aime, ce modèle-là. Non, 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 j'ai pas le pied pour ça. Mon pied est trop gros, ça fonctionnera pas. Mais c'est la même chose avec le condom. Pas parce que tu as pris un condom sur le fly la première fois, tu l'as mis, tu te dis, ah, je l'aime pas, que tous les condoms sont pareils. Mais souvent, les gens vont faire ça. Ah non, les condoms, non, 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 ça fonctionne pas, j'aime pas ça. Tu as essayé combien de modèles différents? Ah, je sais pas. Bon, déjà là. Commençons par ça. Tu sais, c'est là que nos services peuvent être très vagues, mais que vraiment, là, que ce soit que la distribution de matériel de consommation stérile aussi sur place, les gens peuvent venir ici chercher ce matériel-là pour éviter la consommation quand on partage notre matériel de conso. Les ITSS est un mode de transmission à ce niveau-là, le partage. Donc, nous, ici, on a du matériel de consommation stérile qu'on peut distribuer aux gens pour éviter la transmission d'ITSS lors de cette pratique-là. Donc, vraiment, on a plusieurs services, mais absolument toutes confidentiels. Parfait. Mylène, merci beaucoup pour toute l'information, pour ces bons portraits des ITSS dans la région. Bon, on va continuer à faire un suivi des statistiques, chiffres aussi, des situations, mais merci de l'information. Ça me fait plaisir. Merci à toi.